Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ouais, alors, enfin, je n'y croyais plus, vous non plus, moi non plus, personne n'y croyait, c'était genre un gag, voilà. Je la fais enfin. Je pense honnêtement que ça fait 3 ans qu'on me demande cette vidéo. Sans exagération ni rien, 3 ans. Oh, à peu près, hein, comme ça je dirais. Bon, je vous présente enfin ma sélection de mes légendes arthuriennes préférées que j'ai pu lire et que j'ai appréciées ou non. Donc je vais vraiment vous présenter tout ce que j'ai pu lire, enfin toutes celles que j'ai lues, et je vous donnerai du coup à chaque fois mon avis plus ou moins, hein. Dans certaines je vais rentrer un peu plus en détail, pour d'autres je vais juste plus ou moins souligner les 2-3 trucs que j'ai aimés ou dans certaines que je n'ai pas aimées. Je vous laisse en barre d'infos parce que c'est assez drôle, elle l'a sortie janvier 2020, Les mots de l'imaginaire a fait une excellente vidéo sur le même sujet, voilà, sur les légendes arthuriennes. Donc je vous la laisse en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Et elle est top. Voilà, j'ai rien à dire de plus, sa chaîne est top et cette vidéo en particulier était très bien. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je préfère mettre 2-3 petits trucs à plat. Donc déjà, premièrement, la légende du roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, la quête du Graal, tout ça, c'est un monde, un univers qui peut varier, hein. Il n'y a pas qu'une seule légende, il y en a plusieurs, donc au final c'est assez difficile de dire ça c'est vrai, ça c'est faux, parce que il y a plein d'auteurs, il y a plein de versions différentes. C'était beaucoup en fait des choses qui étaient narrées à l'oral, donc du coup forcément on n'a pas de preuves forcément écrites de tout ce qui s'y est passé, il y a des choses qui se croisent, tout ça, donc bon bref. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit, c'est un classement personnel. Donc je suis pas du tout là pour dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé. Une œuvre peut être très bien classée, moi de mon côté je l'ai peut-être pas du tout appréciée. Voilà. Et la troisième chose, je suis pas du tout une pro dans tout ce qui est histoire. Voilà, je vous l'ai dit aussi avant, mais je le rappelle comme ça on est au clair. Voilà, moi j'aime bien lire des trucs, après je vais pas exactement fouiller si ça se tient, si c'est correct, si au niveau des dates et tout. J'ai pas fait d'études là-dedans, j'ai pas fait de recherche non plus là-dedans moi de mon côté. Vous me direz que maintenant j'ai le temps, je pourrais en faire. Mais voilà, comme ça vous le savez, on part sur de bonnes bases et voilà. Je dis assez souvent que dans les genres de romans que j'aime pas, il y a la science-fiction et les romans historiques. Alors c'est faux, j'aime beaucoup les romans historiques, mais je suis très axée sur une seule période de l'histoire. Typiquement même, je sais pas, dans les recherches, dans les articles, dans les documentaires ou autres que je peux éventuellement regarder, j'adore tout ce qui est Moyen-Âge, les châteaux, tout ça, vraiment voilà, ça me passionne, mais je suis une novice dans cette passion. Du coup, clairement, je pourrais profiter de cette période un peu étrange que nous vivons en ce moment pour éventuellement approfondir tout ça. Pourquoi pas, c'est une idée. Mais voilà, comme ça vous savez, je suis une novice, mais qui aime bien ça. Alors de mon côté, je vais pas m'amuser à vous résumer plus ou moins ce qu'on sait de la légende arthurienne. Il y a un petit peu tout et son contraire qui existe, et en vous donnant mes avis sur les bouquins que je vais citer, je pense que vous comprendrez assez vite de quoi on parle. Je vais commencer par l'indétrônable, Chrétien de Troyes. C'est aussi celui qui me laisse le goût le plus amer, hein, après lecture. Je vois très bien en quoi il est l'indétrônable. C'est vraiment un des premiers à nous avoir reconstitué un petit peu la légende arthurienne, qui nous a donné une des versions écrites les plus connues. Mais moi franchement je crois que j'ai pas tout compris déjà. J'étais assez jeune quand j'ai essayé de le lire, on va plutôt dire ça comme ça. C'est plein de petites histoires qui tournent autour des chevaliers de la table ronde, d'Arthur, Lancelot, Perceval, et du coup quand on les met bout à bout, on a la quête du Graal, on a les chevaliers de la table ronde et on a la légende du roi Arthur. Ce n'est que mon avis, il faut être vachement motivé quand on a envie de lire Chrétien de Troyes, ce qui n'était pas mon cas, hein, voilà, clairement. Ensuite, je ne peux pas vous parler de légendes arthuriennes sans vous parler de l'Enchanteur de Barjavel. Alors, celui-ci, c'est un que j'ai lu il y a pas si longtemps et on me l'avait énormément recommandé dans genre si t'aimes les légendes arthuriennes, tout ça, tu dois lire l'Enchanteur de Barjavel. Il fait partie en tout cas des grands textes autour de la légende arthurienne. On s'intéresse pas mal à Merlin surtout, mais du coup forcément à travers Merlin, on a tout le reste de la légende qui s'y rattache. De mon côté, grosse déception, je sais pas si j'en attendais trop ou... Bref, ça l'a pas fait. Voilà. Je sais que beaucoup aiment cette version, que c'est un classique, qu'on ne le présente plus, que... Voilà, si en gros tu penses légende arthurienne, tu penses à l'Enchanteur de Barjavel. Moi ça l'a pas fait. J'ai vraiment en fait une vision de la légende arthurienne que j'ai depuis mes 14 ans à peu près, et forcément j'ai mon haut du podium, tu vois, sur le sujet. Du coup c'est assez difficile de le détrôner. Alors c'est pas un mauvais texte, c'est pas un texte inaccessible honnêtement, mais moi j'ai pas été séduite du tout quoi en fait, voilà, c'est
pas mon genre de narration, c'est pas... On y retrouve pourtant hein, tout ce qu'on aime dans les légendes arthuriennes, on y retrouve les faits qu'on connaît le plus, voilà, la pureté de Perceval, le triangle amoureux entre Guenièvre, Arthur et Lancelot, tout ça c'est assez bien raconté, en plus on a vraiment cet axe sur Merlin qui est bien raconté aussi, mais alors j'ai détesté les personnages féminins, je n'aime dans aucune version, je n'aime Guenièvre, hein. De toute façon, je déteste Guenièvre, donc la femme du roi Arthur, alors là elle gagne pas des points c'est clair, mais même les autres, alors Viviane notamment m'a vraiment... Je n'ai pas aimé la version Viviane de Barjavel. Viviane c'est une enfant très naïve, très enfantine en fait, la version qu'il en donne, et du coup l'espèce d'attirance et d'amourette en fait que Merlin ressent pour Viviane, je l'ai trouvée très malsaine. Donc oui, je me suis ennuyée et en plus c'est une version qui m'a énervée. Donc voilà, moi ça l'a pas fait. Prochain sur ma liste, La quête du roi Arthur de T.H. White. Alors je pense que pour les enfants qui ont grandi avec Merlin l'Enchanteur de Disney, quand on lit ce livre, on a des souvenirs de ce dessin animé qui nous viennent en mémoire. C'est obligé, moi en tout cas c'est ce que j'ai eu quand je l'ai lu, c'est un de ceux que j'ai pas physiquement en main pour vous le présenter. Il me semble que c'est une trilogie, malheureusement je n'ai pas été au-delà du premier tome. Elle m'a pas hyper convaincue, j'ai passé un bon moment mais sans plus. Alors c'est un petit peu long forcément parce que vraiment on est que sur l'enfance d'Arthur. Donc Arthur ne sait pas du tout qu'il va un jour devenir roi. Pour lui, c'est un écuyer, c'est un gars comme un autre en fait finalement. Et on est sur cette idée en fait que Merlin vient de temps en temps le voir pour le former plus ou moins. Voilà, c'est un petit peu flou, mais c'est rigolo. On en vient à mes versions favorites, avec notamment... Oh mon dieu, cette version est vraiment... Waouh, old school hein. Voilà. Donc le cycle du Graal de Jean Marcal, là moi j'ai la version de chez France Loisirs que mes parents ont depuis fort longtemps. En fait on me l'avait énormément conseillé. Je fais oui, je vais regarder, et en fait ils étaient sous mon nez depuis 30 ans quoi en fait. Alors il y a vraiment beaucoup de tomes, on les trouve aujourd'hui dans la collection, je vous mettrai les infos ici et en barre d'infos, hein. D'ailleurs tout sera... répertorié. Donc celui-ci j'ai lu que le premier tome pour l'instant, j'ai lu La naissance du roi Arthur. Cette version est super détaillée. Jean Marcal en fait il va nous laisser en bas de page toutes les références qu'il a utilisées, donc toutes les recherches etc. Il va à chaque fois pouvoir nous renvoyer vers ses propres références et après si on a envie d'aller plus loin, si on a envie de piocher là-dedans, on a tout ce qu'il faut, il a fait le travail pour nous quoi en gros. Ce que j'ai aimé dans cette version aussi, c'est qu'il remonte super loin, hein. On en vient vraiment à la naissance de la Grande-Bretagne, on passe par des princesses, l'épopée des géants, les succubes, tout ça c'est vraiment hyper détaillé dans ce sens-là. On va avoir tous les rois les plus importants, donc c'est une période quand même assez longue parce que finalement la naissance du roi Arthur, comme le titre l'indique, ouais c'est peut-être les 50 dernières pages quoi. Donc la naissance, oui, mais tardive quand même, hein. J'aurais appelé ça la naissance de la Grande-Bretagne, moi, ou un truc du style. Mais là aussi, on a la naissance de Merlin dans la version qu'on connaît le plus, c'est-à-dire Merlin est issu d'une nonne et d'un démon. Les démons voulant se venger de Joseph d'Arimathie, si mes souvenirs sont bons de ma lecture, et de Jésus, qui aurait été récupérer tous les... pauvres pêcheurs de l'enfer qui n'y avaient pas leur place. Les démons ont été très fâchés et du coup ils ont voulu punir les hommes en envoyant un émissaire de leur peuple sur Terre. Et quoi de mieux pour ça que l'enfant d'un démon qui en plus a été engendré par une nonne. C'est bon quoi, pour eux c'était l'émissaire ultime, sauf que bien sûr ça ne va absolument pas se passer comme prévu et Merlin au contraire va être radicalement différent de son côté paternel, on va dire. Donc j'ai bien aimé toute cette histoire-là, il y a toutes les fameuses petites histoires qu'on connaît un peu moins de Merlin, là elles sont écrites. Et je me réjouis de lire la suite, du coup, parce que là on va vraiment plus rencontrer tous les personnages qu'on connaît, Lancelot, Guenièvre, Perceval, tout ça. Je pense qu'on les verra beaucoup plus par la suite, mais rien que déjà ce début m'a vraiment convaincue. Voilà, c'est... Alors il est un petit peu long, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de détails sur toute une période finalement qu'on connaît assez peu, mais une fois qu'on est dedans, je trouve que ça se lit facilement. Voilà, ça reste moderne et accessible. Je ne pouvais pas ne pas vous les présenter, n'est-ce pas? La trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen. Je les ai depuis 13 ans dans ma bibliothèque. Je les ai lus il y a 13 ans.
et je ne les ai jamais relus depuis. Voilà, et d'ailleurs, qu'est-ce que je me suis dit que j'allais faire maintenant? Parce qu'en préparant cette vidéo et en posant tout ça un petit peu par écrit pour savoir un petit peu ce que je voulais dire, bah j'ai recommencé. Voilà, je me suis dit qu'une petite relecture était la bienvenue, donc j'ai recommencé la trilogie des elfes. Voilà. C'est bien, c'est le moment idéal pour ce genre de truc. Je me dis, relire ce genre de bouquin, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Dans la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen, on va découvrir toute une partie un peu plus fantastique, fantasy, où Jean-Louis Fedgen s'est amusé à lier les légendes arthuriennes avec les légendes celtiques. Et au milieu de tout ça, il y a beaucoup d'imaginaire, il y a des elfes, il y a des nains, il y a des démons, des gobelins, etc. Et j'aime beaucoup en fait ce mélange qu'a décidé de faire Jean-Louis Fedgen. On va beaucoup plus s'axer sur l'ère avant Arthur, donc on y rencontre Gorlois, Igerne, Uther. C'est pas forcément des personnages qu'on a beaucoup dans le reste des récits arthuriens, mais c'est les pionniers, quoi, voilà, c'est les parents. On a un peu besoin d'eux en fait pour la suite de l'histoire. Donc moi je me souviens, c'est très flou parce que c'était il y a très longtemps, mais j'avais adoré cette trilogie et du coup je suis très contente de la reprendre. Ah ben oui, ah ben quand même, on va pas, hein, voilà. Bon bah le haut de mon podium, ça reste, et je pense que ça restera, Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Alors clairement, trigger warning, avertissement, tout ça, l'autrice Marion Zimmer Bradley est une personne, est un être problématique. Voilà. Je vous laisse les infos dans la barre d'infos, vous pouvez aller cliquer si vous en avez envie. J'avais essayé de faire une vidéo sur est-ce qu'on peut dissocier l'œuvre de son auteur, etc. Et je trouve que je me mélange beaucoup les pinceaux. Mais je parlais notamment de Marion Zimmer Bradley, MZB, hein, pour la suite, parce que c'est quand même plus court à dire. Non, ce n'est pas une femme recommandable. Oui, elle a fait des choses atroces dans sa vie. Et aujourd'hui, ça a laissé des séquelles sur des gens et c'est vraiment très mal. Mais pour ma part, pour mon cas et pour ce cas-là uniquement, je vais pas commencer à m'étaler sur d'autres, Marion Zimmer Bradley et Les Dames du Lac, j'ai découvert ça, j'avais 14 ans, donc c'était en 2004. Bien avant, en fait, que tout refasse surface. J'ai appris ça, j'avais 22 ans, ça devait être en 2012-2013 par là autour, et j'ai envie de dire que c'était un peu trop tard. Si j'avais appris tout ça avant, est-ce que j'aurais pas lu Les Dames du Lac? Peut-être. Mais maintenant, voilà, c'est fait, et pour moi ça fait partie, c'est un pilier vraiment dans ma vie de lectrice, j'ai Les Dames du Lac. Voilà, quand tu me dis de te citer 3-4 bouquins qui ont marqué ma vie de lectrice sur une grosse période de ma vie, Les Dames du Lac se positionnent bien. C'est une lecture qui a marqué mon adolescence, que j'ai relue en tout cas bien 6 ou 7 fois, donc ne pas vous en parler ou ne pas vous les recommander, ça me paraît un peu impossible. Voilà, mais comme ça vous êtes au courant et après vous faites ce que vous voulez avec ça. Voilà, moi je les ai depuis tellement longtemps que je pense que voilà. Pourquoi j'aime cette version à tout prix, de tout, enfin voilà, pourquoi pour moi c'est la meilleure, parce que c'est celle qui utilise déjà le point de vue que je préfère. Il y a enfin une vraie place faite aux femmes dans la légende arthurienne. Elles sont là depuis toujours, elles ont toujours été là. Guenièvre, Viviane, Morgane, Hélène, Morgause, tout le temps. On les a toujours vues, on connaît ces noms. Et pourtant, dans presque toutes les versions que j'ai pu lire jusqu'à présent, il n'y en a aucune qui leur donne vraiment une place importante. Et là, MZB, elle le fait, et elle le fait terriblement bien. Oh bordel, c'est hyper bon à lire en fait. Voilà, alors c'est très romancé, c'est très romanesque, mais il y a vraiment pour moi ce côté arrivé du christianisme, où vraiment le christianisme essaye n'essaye pas, enfin s'implante vraiment pour chasser en fait tout le reste, donc tous les païens, toutes les croyances païennes en fait vont être balayées, vont être pourchassées. Et ça fait donc Guenièvre d'un côté, qui est la femme du roi Arthur, une princesse vraiment, une femme de haut rang. Et de l'autre côté, on a la prêtresse d'Avalon, Morgane. Viviane d'abord, mais c'est surtout Morgane pour moi qu'on va suivre dans Les Dames du Lac. Et voilà, et t'as ces deux personnages en fait qui se... Moi j'ai toujours été team Morgane, voilà. Guenièvre, encore une fois, m'insupporte par son dévotisme exacerbé, mais voilà, ça reste Guenièvre, on ne la changera pas, n'est-ce pas? Mais je trouve que l'histoire vraiment est hyper bien relatée, quoi, en fait. T'as envie de continuer, les pages se tournent et c'est vraiment hyper agréable à lire. Et ça reste ma version préférée. C'est pour ça des fois que j'ai un peu de la peine à lire autre chose autour des légendes arthuriennes, parce que automatiquement je vais comparer en fait. Voilà, c'est inconsciemment je vais comparer.
Et c'est dur de la détrôner dans mon cœur de lectrice. On me demande très souvent dans quel ordre lire le cycle d'Avalon de MZB. Pour moi, c'est Les Dames du Lac, Les Brumes d'Avalon. Voilà. D'ailleurs, la réédition de chez Pygmalion, c'est que ces deux, en un seul volume. Tu commences, tu termines, l'histoire, elle est bouclée. Maintenant, il s'est passé un truc. MZB a décidé, avec aussi d'autres collaborations, d'écrire avant Avalon, donc des choses qui se sont passées avant. Il y a eu notamment la chute d'Atlantis ou les ancêtres d'Avalon. Tout ça, c'est des choses qui se passent avant et qui se veulent être dans le même cycle. Pour moi, ils n'en font pas partie, mais techniquement, c'est les prémices de ça. Voilà. C'était très mauvais. Alors, typiquement, la chute d'Atlantis et les ancêtres d'Avalon, je déconseille, honnêtement. Moi, je n'ai pas aimé. Pour moi, ce n'est pas la plume de MZB, ça n'a rien à voir, vraiment. Le seul, pour moi, qui vaut vraiment la peine d'être lu avant, peut-être, on peut le lire avant Les Dames du Lac, c'est La Colline du Dernier Adieu, qui était vraiment très 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 bien. Je l'ai lu il y a très longtemps aussi, donc il faudrait peut-être que je le relise. Mais ça se passe vraiment, vraiment bien avant. Et celui qu'on m'a dit qui était encore pas si mal et qui se passe également avant, c'est Le Secret d'Avalon. Voilà. Mais là encore, je sais pas, je l'ai pas lu, donc je peux pas vous donner mon avis concrètement. Mais pour moi, de base, vous l'aurez compris, ça reste une duologie. 2 tomes, fini, terminé. Et par rapport à ça, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Ce que j'aime vraiment dans la version de MZB, c'est que il y a tout cet aspect sur les prêtresses d'Avalon, sur Avalon, sur les croyances païennes, etc., qui est vraiment, vraiment extrêmement mis en avant, et j'adore. Voilà, je trouve que c'est un des gros plus de cette version, c'est ça. Voilà, et tu sens le tiraillement d'Arthur, en fait, qui veut, il est amoureux de Guenièvre, quoi, depuis toute sa vie, enfin, c'est le coup de foudre, quoi, avec Guenièvre. Et puis, elle a vraiment ce côté, si on n'arrive pas à avoir d'enfants, etc., c'est parce que tu n'es pas uniquement sous la bannière du Christ, tu es aussi sous les bannières païennes, et ça va pas du tout, etc. Et il y a des scènes où t'as vraiment envie de la... Parce que tu dis, mais non, mais rien à voir, en fait. Et au final, tu sais pourquoi ils ont pas d'enfants, mais voilà, bref. Pour moi, c'est un des trucs que j'ai adoré, voilà. Bien, on va passer maintenant à tout ce qui est un petit peu plus pour les enfants, et lecture illustrée, plus ou moins. Vous l'aurez remarqué, je commence toujours plutôt par ce que j'ai pas trop aimé. Hein. Il y a quelques temps de ça, j'avais reçu, ou non, il y a même très longtemps de ça, j'avais reçu de la part de Hachette, la fille du roi Arthur. L'idée était pas mal. On sait que dans la légende arthurienne, l'infertilité de Guenièvre ou Arthur ou des deux est souvent mis en avant. C'est une intrigue à part dans les légendes arthuriennes où le couple royal n'arrive pas à avoir d'héritier et c'est un gros problème. Là, l'autrice prend l'idée et décide de modifier la légende en se disant que si, ils ont eu un enfant, et que cet enfant est une fille, et que cette fille, avant que son père ne meure, va être cachée et élevée à Avalon. Donc là, l'autrice s'est vraiment amusée à juste piquer des personnages de la légende et à remodifier le tout. Mais pourquoi pas? Moi, j'ai vraiment absolument rien contre ça. Pour moi, c'est un peu le but d'une légende, ça reste très flou, on ne sait pas exactement ce qui est vrai ou faux, il y a plein de choses qui se croisent ou qui ne se croisent pas, et l'avantage, c'est d'en faire finalement un petit peu ce qu'on a envie, pourquoi pas. Je reste très ouverte d'esprit par rapport à ça. Là, pour moi, le problème, il est absolument tout autre. Elle a décidé de mettre en avant un personnage féminin d'une dizaine d'années tout au plus, qui a vécu toute sa vie sur Avalon, qui n'a jamais connu la guerre, qui ne sait pas autrement se battre ni manier l'épée, et qui surtout n'est absolument pas chef de guerre. Et là, d'un coup, bim, elle a une mission hyper importante, c'est retrouver Excalibur, qui est paumé au fond d'un lac. Donc elle doit aller vers la Dame du Lac, retrouver cette épée, et surtout, la ramener à qui de droit avant que Mordred ne la prenne. Donc si on connaît un petit peu la légende arthurienne, ça va, on arrive à suivre, il y a plein d'incohérences et il n'y a rien qui va, pas par rapport à la légende encore une fois, par rapport en fait tout simplement à l'âge du personnage, qui a plus ou moins 10-12 ans et qui du jour au lendemain, sans avoir eu de formation etc, devient une bête à l'épée et une chef de guerre du feu de Dieu quoi. Alors clairement, voilà. Vu le public visé, elle va assez vite, l'autrice, ok, mais ça ne joue pas en fait, elle part du principe que son public connaît les légendes arthuriennes et donc elle n'explique pas vraiment qui est Morgane, qui est Mordred, qui est Guenièvre,
Arthur, bon, tu te dis que plus ou moins ça passe encore, mais tous les autres en fait, on a des noms comme ça tout d'un coup qui arrivent, et clairement quand on connaît un petit peu, on se dit « oh bah oui d'accord, je connais ». Mais moi j'imagine un enfant de 10 ans qui dit ça, je dis mais le pauvre il va être perdu quoi. Donc voilà, ça ne m'étonne pas pourquoi Hachette n'a jamais traduit la suite, parce qu'il y a une suite. Je pense que le succès déjà n'était pas là, et la qualité malheureusement n'était pas là non plus. Une version assez sympa par contre pour les enfants, c'est la version de Michael Morpurgo, donc le roi Arthur chez Folio Junior. Là ils la mettent à partir de 9 ans, je dirais 10-11 c'est bien, voilà 10-11 ans. C'est une version qui m'a beaucoup plu parce que bon, elle est très courte, donc l'auteur va à l'essentiel. Il va nous raconter les faits les plus importants, et surtout il va partir d'une narration. Un jeune garçon va se perdre et un vieil homme va venir le secourir. Et en fait, on apprend que cet homme, c'est Arthur. Et Arthur va lui raconter son histoire, il va lui raconter son enfance, son apprentissage. Et voilà, par rapport à ses souvenirs, cet enfant va petit à petit comprendre qui est qui. Donc Michael Morpurgo met vraiment les faits les uns sous les autres. Et puis la fin, surtout, m'a énormément plu parce qu'elle laisse un petit peu rêveur. Une version assez sympa pour les 5 ans et plus, oui déjà, c'est La légende du roi Arthur chez Usborne. Donc c'est tout illustré, c'est des contes très courts, qui vont raconter à chaque fois une aventure, soit des chevaliers de la table ronde, soit d'Arthur. Et c'est clair, quand on les met bout à bout, bah on se dit qu'on a plus ou moins une version des chevaliers de la table ronde. C'est pas hyper détaillé, c'est clair, ça reste pour des enfants à partir de 5 ans, mais je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Voilà, c'est des histoires de chevaliers, il y a des dragons, etc. Donc je pense que ça peut intéresser les enfants. Et même Alice là, à partir de 3 ans, elle aime déjà. Ça vous dire. Alors les 2 derniers livres que je vais vous présenter, on s'éloigne un petit peu de tout ça, mais pour moi ça fait partie de ce monde et c'est quand même important, je dirais, de pas les oublier. Je pense à celui-ci, donc Fées et déesses aux éditions Daniel Magen. J'adore cette maison d'édition pour tout ce qui est livres illustrés. Je trouve qu'ils font des choses, enfin les livres en tant que tels sont magnifiques. C'est une succession de portraits de femmes, de fées et de déesses notamment. On y retrouve Morgane, on va y retrouver Viviane, la Dame du Lac, mais pas seulement, on y retrouve aussi Iseult, Hélène, des personnages en fait qu'on aperçoit de très très loin dans la légende arthurienne, mais qui en font partie quand même. Et je pense notamment à une de mes fées préférées des légendes celtiques et plus ou moins proche des légendes arthuriennes, c'est Mélusine. Elle fait partie de mes histoires favorites, et j'ai eu ce livre il y a très longtemps, il a été édité en 2004, donc j'avais 14 ans. C'était la collection Il était une fée, chez Adam Biro. Ils avaient fait toute une collection, et je suis assez dégoûtée de voir que aujourd'hui ils n'existent plus, bien sûr, ils sont tous épuisés, mais elles y étaient tous quoi. Il y avait Morgane, il y avait Viviane, et j'aurais adoré tous les avoir, mais voilà, je sais pas pourquoi, j'avais craqué sur Mélusine, et j'aime vraiment beaucoup cette version parce que Claudine Glo et Armelle Gaume, elles font d'un récit qui finalement est assez court, que tu peux résumer hyper rapidement, l'histoire de Mélusine, et là elles en font vraiment une histoire à part entière, et elle est hyper intéressante, voilà, et voilà. C'était le petit aparté que j'avais envie de placer parce que Mélusine, c'est un peu ma fée favorite, et voilà. Bon, voilà pour ce que j'ai lu. C'est déjà pas mal. Maintenant, il y a encore les choses qui me font envie, mais que je n'ai encore jamais lues. Oui! Allez, c'est parti pour Agrandis ta liste d'envie avec moi. Je vous parlais de Jean-Louis Fedgen avant, et bien sûr Jean-Louis Fedgen ne s'est pas arrêté à la trilogie des elfes. Il a notamment écrit dernièrement un livre sur Guenièvre. Je viens de vous dire que c'était le perso que j'aimais le moins du moins dans toute la légende arthurienne, mais bon, je me dis qu'un auteur que j'apprécie qui parle de ce personnage, peut-être que... Et surtout, moi c'est pas forcément par rapport à ça, je me dis, ça peut me donner un autre point de vue, ça peut me donner des aspects différents de l'histoire, et ça je suis pour, voilà. Et je m'intéresse aussi à sa version de Merlin, vu que j'ai été déçue par la version de Barjavel, je me dis que Fedgen peut peut-être rattraper le coup, avec Le Pas de Merlin, qui se constitue de 2 tomes. Sinon, j'ai dans ma pile à lire, et celui-là je suis vraiment très contente, je me réjouis de le lire, là aussi je pense que c'est un gros virage de la légende qu'on connaît habituellement. Il s'agit de Cursed, de Thomas Wheeler et Frank Miller, pas que je les inverse. Donc là on va rencontrer Nimue, je sais pas comment vous le dites, moi j'ai un peu tendance à vouloir... donner les noms anglophones, donc je mets des terminaisons un peu partout. Nimue va devoir ramener une épée, hein, on se demande laquelle, une épée légendaire à Merlin, et pour ce faire, elle va être accompagnée de différents personnages, notamment Arthur, Morgane, etc.
Voilà. J'ai vu qu'une adaptation de Netflix était prévue, visiblement. En tout cas, c'est le petit autocollant que moi j'ai sur le livre. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est un livre illustré. Donc, je suis très curieuse. Je l'ai là, mais il est là-bas, loin. Donc, voilà. Moi, je suis là, bien assise, donc je vais pas me lever. Et enfin, mais là, c'est 5 tomes quand même, donc c'est le cycle de Pendragon de Stephen Lowhead. J'ai hâte, quand même, je me réjouis. Je l'ai depuis X temps dans ma liste d'envie, donc un jour je vais finir par craquer. Hein, voilà. Je suis assez curieuse, voilà, de cette version-là. Et de ce que j'ai lu du résumé du premier tome, j'aime assez parce que ça reprend un peu l'idée de Jean Marcal et de Marion Zimmer Bradley, comme quoi, voilà, les ancêtres, tout ça, ils auraient fui l'Atlantide. Et ça rejoint un peu l'idée de ces deux auteurs, donc j'aime assez cette idée-là en fait. Bon bah voilà, sélection terminée. Hey, I did it. Je l'ai fait, enfin. Vous voyez, il faut me laisser du temps en fait, moi c'est... On me donne des idées de vidéos et après j'ai juste besoin de plus ou moins 3 ans pour les réaliser, c'est tout, c'est pas... ça va quoi. Non, honnêtement j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, tout est listé en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller noter 2-3 trucs si ça vous intéresse. Et bien sûr, on n'a pas parlé de films hein, encore dans tout ça, mais alors là, les films, les séries, tout ça, alors... Il y en a encore... Là, on pourrait refaire une deuxième vidéo en tout ce qui est films et séries, voilà. Donc malheureusement je ne me suis pas du tout concentrée là-dessus, hein, mais qui sait, peut-être prochaine vidéo dans 3 ans. Elle est bonne. Je vous dis à une toute prochaine et je vous souhaite de merveilleuses lectures. Non, de royales lectures même. Allez, on va pousser le truc un peu plus loin.